L'audience est reprise. Le président, oui, Maître Heinz. Maître Heinz, merci, Monsieur le Président. Juste avant la suspension de l'audience, j'allais parler à nouveau de la question des patients de Milici au paragraphe 1505 à 1515. Mémoire de l'accusation et ce que j'appellerais la remarque ou l'observation chez Ivan Chanin. Il serait nécessaire que l'accusation regarde avec soin, selon nous, pièce P 1009, une écoute, une communication radio entre le général Pandourevitch et Tcherovitch. Nous disons qu'il est clair, ou tout au moins qu'on peut raisonnablement déduire en faveur de Vinko Pandourevitch, que lui-même au cours de cette conversation était en droit de croire que les prisonniers blessés étaient emmenés à Batkovici, camp d'échange de prisonniers, et que Tcherovitch était en train d'arranger cela. Donc, quant à savoir si c'était Popovitch, Tcherovitch ou quelqu'un d'autre qui surveillait l'opération, ceci, en tous les cas, est un élément de preuve que Pandourevitch pensait que il pensait sur ce qui allait avoir lieu. Donc, il a effectivement, selon nous, il s'est persuadé de façon suffisante que ces prisonniers recevraient le traitement auquel ils avaient droit. Ajoutez à cela, s'il vous plaît, le fait que, en même temps que ceci, Pandourevitch avait réussi à faire en sorte que tous les prisonniers à Standard pouvaient aller à Batkovic et être échangés. En fait, plusieurs de ces prisonniers étaient des personnes qui avaient échappé des exécutions. Effectivement, il n'y avait pas de raison de supposer au cours de cette période que quiconque avait été pris prisonnier et qui était plus ou moins susceptible d'être un témoin de crimes de guerre que qui que ce soit d'autre. Donc, le fait d'avoir envoyé 150 personnes au fin d'un échange est une indication que tous étaient en train d'être traités de façon analogue. L'écoute enregistrée, c'est P1309 et non pas 09. Je vais maintenant passer très rapidement, s'il vous plaît, sur la question du contrôle ou de la direction effective lors de l'opération de meurtre à Zvornik. Pour déterminer la responsabilité pénale individuelle ainsi que la responsabilité du chef du commandement de l'accusé dans cet acte d'accusation en ce qui concerne les meurtres à Zvornik, selon nous, vous allez devoir vous poser la question... 6 questions. Vous devez vous poser 6 questions de notre point de vue. Premièrement, est-ce que Béhara se trouvait aux divers sites d'exécution? Est-ce que Popovitch était à Zvornik aux divers sites d'exécution? Sous les ordres de qui se trouvait-il? Quelles étaient les unités et quels étaient les effectifs qu'ils avaient à leur disposition? Avaient-ils le pouvoir de donner des ordres à ces hommes et à ces unités? Et est-ce que les éléments de la brigade de Zvornik ont reçu des ordres de leur part auxquels ils ont obéi? Il est peut-être inévitable dans une tâche aussi importante à faire, à montrer sous une telle pression que le mémoire de l'accusation montre des incohérences de fond et importantes, mais tel est le cas. Il n'y a pas de domaine dans lesquels on montre moins d'incohérence que la façon dont elle est plaidée. Sa thèse contre Vinko Pandourevitch, à la différence de la façon dont il avait plaidé contre les officiers chargés de la sécurité qui sont actuellement dans le box des accusés. Donc, pour donner un exemple classique, il y a 2 paragraphes qui sont repris virtuellement mot à mot, si ce n'est pour un mot essentiel. Au paragraphe 1583, la partie concernant Pandourevitch, vous trouverez que l'accusation allègue que dans les passages célèbres des 3000 ennemis qui ont été interceptés, Béhara appelle Krstić parce qu'il a besoin de son autorité pour prendre les ressources nécessaires à l'opération de meurtre, tandis qu'au paragraphe 2270, dans la partie du mémoire qui plaide contre Béhara, ils disent que Béhara appelle Krstić parce qu'il a simplement besoin d'assistance. Ces deux façons de dire sont loin d'être synonymes. En ce qui concerne la partie
des arguments plaidés contre Pandourevitch. Le seul élément de preuve sur lequel l'accusation se fonde pour démontrer ce qui se passait à Zvornik est un exemple de l'opération normale de la chaîne de commandement. Et l'élément qu'on ait, c'est l'écoute. Il ne se fonde sur rien d'autre. Nous faisons valoir que cette interprétation de l'écoute est complètement erronée. Ça ne démontre pas que l'opération suit la chaîne normale du commandement du tout. Kerstitch et Behara ne sont pas reliés par une chaîne de commandement normale. Ni l'un ni l'autre n'est le supérieur ou le subordonné de l'autre. Le supérieur de Behara, c'est Olimir Mladic, et le supérieur de Kerstitch, c'est Mladic. L'accusation est d'accord avec cela au paragraphe 2260. Le subordonné de Kerstitch, dans ces circonstances, serait Pandourevitch, bien sûr, mais il n'est mentionné par aucun des deux au cours de cette conversation à ce moment particulièrement critique. De plus, la suggestion de Kerstitch sur laquelle Behara devrait prendre ses unités à la brigade de Bratunac ou du MOUP indique qu'il n'y a pas de chaîne de commandement normale, quelle qu'elle soit. Par rapport à cela, je crois que c'est le juge Prost qui a fait remarquer qu'il y avait, je cite, plusieurs fois dans le mémoire en clôture de l'accusation, le fait que Behara Popovic faisait tout simplement ce qu'il voulait, prenant qui il voulait et les emmenant où il voulait, et ceci fait remarquablement écho à cette phrase en ce qui concerne le pauvre, le faible Dragan Jokic dans le tout premier texte de cette écoute téléphonique, cette écoute radio. Vous pouvez penser, lorsque Madame le juge Prost a posé la question à M. McCloskey, qu'il avait en quelque sorte esquivé la question, mais nous y reviendrons de façon plus détaillée au fur et à mesure que nous analyserons les thèses de l'accusation contre Behara et Popovic. Je voudrais répondre brièvement quelque chose à ce que Maître Stojic a dit l'autre jour concernant cette écoute. Je n'ai pas de mauvaise intention, mais mon argument, c'est que quand son client a prononcé les mots « j'ai 3 paquets et demi à distribuer », il acceptait là une mesure de responsabilité. Et là, 3500 paquets à distribuer, il acceptait une mesure de responsabilité qu'il assumait. Contrairement à l'argument de l'accusation en clôture et à leur réquisition, ce qui fait que l'on peut soutenir que le colonel Behara exerçait un commandement pour une opération conjointe, sans développer plus loin, nous vous invitons à regarder de façon précisément les paragraphes suivants du mémoire en clôture de l'accusation, 2186, 2223, 23000, 23001. Behara est responsable criminellement ou pénalement pour avoir planifié et instigé des crimes. 2194, il a coordonné et surveillé ces crimes. 2199, il a joué un rôle clé dans l'organisation, la coordination et la surveillance de l'entreprise criminelle commune qui est reprochée dans l'acte d'accusation. 22-27, la coordination et le contrôle du processus d'ensevelissement. Le 22-83, en ce qui concerne le fait qu'il était en charge de l'opération. Le 22-84, qu'il avait planifié et ordonné de faire en sorte que les prisonniers soient transformés à Zvornik pour être détenus et exécutés. 23-01, a ordonné la commission des crimes dont il est accusé dans l'acte d'accusation. Pour le cas où vous auriez besoin d'éléments de corroboration pour corroborer ce type de terme dans la littérature yougoslave de l'époque où toutes les fonctions du commandement sont décrites, vous n'avez pas besoin d'aller plus loin que P699, page 13 pour l'anglais, au point 13 et 14 et 15, la définition des fonctions du commandement. Cette partie du mémoire également, selon nous, montre qu'il y a le fonctionnement d'une chaîne de commandement anormale.
au 21-89 à 22-21, 22-23, Béara donne pour instruction à Momir Nikolic le 13 juillet de se rendre à Zvornik et de transmettre un ordre à Drago Nikolic pour préparer le transfert des prisonniers sans faire de référence à Pandurevich, Obrenovic ou Blagojevic. Au 21-91, la réunion de la matinée du 14 entre Béara Popovic et Drago Nikolic au quartier général de la brigade de Zvornik pour planifier les caractéristiques logistiques de l'opération de meurtre, là encore sans que Pandurevich ou Obrenovic ne le sachent. 21-98, le fait de surveiller les opérations de réensevelissement pour les officiers de sécurité sans que Obrenovic le sache. Le 22-52, Béara et Nikolic étaient étroitement liés à la gestion de l'opération de meurtre et lorsqu'il y avait des problèmes concernant cette opération, d'autres s'adressaient à eux pour les résoudre et là encore, pas à Pandurevich. 22-53, Béara œuvrait depuis, après le quartier général de la brigade de Zvornik dans la matinée du 15, cherchant du personnel pour exécuter les prisonniers détenus à Rochevich et Pilicha sans qu'il soit fait référence à Pandurevich. 22-39, 22-41, Béara demande aux témoins PW104 de l'aide pour fournir du matériel et des engins de terrassement et implique des engins de compagnies appartenant à la municipalité. Il faut que je ralentisse. Et enfin, 23-01, Béara transmet ou relaie les ordres illégaux venant des supérieurs, me l'a dit Tchalimir, à des officiers de sécurité subordonnés ainsi qu'aux unités qu'ils ont engagées pour effectuer des tâches associées au transfert et à la destruction de la population musulmane. Maintenant, on pourrait procéder de même en ce qui concerne M. Popovic, mais je ne vais pas le faire. Ce serait d'ailleurs bien trop ennuyeux. Mais le 3 septembre de cette année, dans ses réquisitions, peut-être de façon un peu lyrique, M. Van der Poel a dit qu'en ce qui le concernait, les éléments concernant Bichina montrent que les éléments du corps de la Drina, pour ce qui est de la police militaire, sur lesquels M. Popovic exerçait un contrôle, ainsi que le 10e détachement de sabotage, étaient principalement engagés à effectuer les exécutions à Bichina. Je note que les mêmes éléments ont également participé aux crimes qui ont été perpétrés à la ferme militaire de Branievo le 16 juillet. La seule chose que M. Popovic faisait à Bichina le 23 juillet 1995, en tant qu'officier le plus ancien présent, c'était de coordonner, organiser et effectuer les ordres qu'il aurait reçus de son commandement et de ses ordres d'exécuter ces hommes. Il n'y a vraiment aucune autre explication de sa présence là, aucune autre explication. Les éléments de preuve en l'espèce montrent qu'il avait connaissance, qu'il avait l'intention et son comportement étaient les mêmes en ce qui concerne les prisonniers qui étaient détenus dans les écoles de la région de Zvornik, l'école de Orahovac, où il était présent le 14 juillet, l'école de Rochevich, où il était présent le 15 juillet, l'école de Kula, où il était présent le 16 juillet. La nature et la portée de sa participation aux exécutions de Bichina, virtuellement en parallèle pour les circonstances de sa présence et sa participation aux crimes qui ont été commis à Zvornik. Fin de citation. Maintenant, ça n'est pas seulement Dragan Jokic qui parle, c'est le conseil de l'accusation. Mais il aurait tout aussi pu dire le 14, le 15 et le 16 juillet, Béara et Popovic allaient et venaient en emmenant qui ils voulaient, où ils voulaient. En ce qui concerne Drago Nikolic, la Chambre de première instance souhaitera se poser la question de savoir s'il avait été avisé d'avance de l'arrivée des prisonniers à Zvornik, question qui, je pense que il a été spécifiquement allégué que mon client mentait lorsqu'il a dit que Dragan Nikolic l'avait informé. De façon à pouvoir déterminer cela, selon nous, il faut regarder de très près les éléments de preuve suivants. Premièrement, le véhicule, les grumes de bois relatifs à la voiture dans laquelle il se serait déplacé le 13 et 14 juillet, rendant plusieurs visites au centre de détention,
Deuxièmement, qu'à ces écoles, à chacune d'entre elles, il était prêt à recevoir des prisonniers dès avant leur arrivée. Et troisièmement, la présence de policiers militaires de la brigade de Zvornik qui se trouvaient sous sa direction avant l'arrivée des prisonniers à Orahovac et Rojovic. Bien entendu, il savait d'avance que ces prisonniers venaient. La question suivante que vous voudrez peut-être vous poser, à qui l'a-t-il dit? En répondant à cette question, il faudra tenir compte sans aucun doute du fait que même en suivant sa propre théorie de responsabilité du commandement, il devait parler à Obrenovic, il devait l'en informer en même temps. Il aurait appris, et il aura appris à ce moment-là qu'il était bloqué au poste de commandement avancé comme officier de service et qu'il avait besoin de la permission d'Obrenovic pour quitter son poste. Bien entendu, il a dit à Obrenovic ne serait-ce que pour cette raison. Monsieur Van der Poel nous a également dit l'autre jour que les organes de contrôle, de sécurité de la police militaire étaient en cause. Sur ce point, nous sommes d'accord et nous avons constaté dans son argumentation certains éléments qui sont en accord avec cette proposition en dépit de l'argument du conseil de Drago Nikolic, à savoir que Pandurevic n'est pas la seule personne à être en désaccord avec Peter Peters de la police militaire comme l'a fait Dragutinovic et qu'il devait savoir où ils étaient et qui devait faire fonctionner le système. Peters Vugan ne l'a pas fait. Nous rappellerons en outre notre remarque, notre thèse, à savoir qu'une analyse de très près du règlement ne sert à rien. Le meurtre en masse de prisonniers n'est pas envisagé dans ce règlement. Il est défini comme étant du travail de contre-renseignement. Il n'est pas, sur point d'interprète, défini comme un travail de contre-renseignement. Il n'est pas défini comme une tâche particulière et vous utiliseriez mieux votre temps à voir ce qu'il faisait, qui faisait quoi et qui ordonnait de faire. De plus, il est question au paragraphe inaudible du mémoire de l'accusation, soutenu uniquement par les éléments de la déposition du témoin 68, que tous les ordres donnés par un officier supérieur présent doivent être rapportés au commandement de l'unité dès que cela est possible. Trois remarques brèves de ce style au cours des dernières minutes, je le crains. Le témoin PW 168 est le seul témoin qui exprime cette opinion. Remarquez que Butler n'a pas fait, ou personne d'autre, qui aidait au commandement au sein de la VRS. Deuxièmement, le témoin PW 168 dans sa déposition sur ce point contredit l'article 17 du règlement de service provisoire et enfin, en tout état de cause, nous traitons d'ordres qui sont illégaux en l'espèce. La pratique militaire et la théorie est d'une utilité limitée. Avant que je passe à deux autres points qui découlent de certaines remarques de M. McCloskey l'autre jour, la suggestion selon laquelle Behara avait moins d'autorité que Krstić à Zvornik est ridicule. L'importance particulière de Behara pour Mladic est éclairée par l'accusation au paragraphe 2183. Au contraire, Krstić n'est devenu commandant que le 13 juillet. Deuxièmement, comme l'accusation le présente dans un argument très faible, la différence entre la responsabilité criminelle des commandants et celle des officiers de sécurité est immense. Et ceci parce que, historiquement, du point de vue historique et du point de vue de la jurisprudence, est inexact. Dans l'affaire Blagojevic, la Chambre de première instance a condamné Momir Nikolic à une peine de prison plus longue que son propre commandant. Blagojevic a contesté sa culpabilité au cours du procès. Le recours à la brigade de Zvornik pendant les exécutions. On n'a pas contesté l'utilisation que faisait Pandurevic de sa logistique. Apparemment, il donnait ses ordres et il ne participait pas à la façon dont déployer les ressources de la brigade. D'autres preuves montrent quels sont les organes qui parcouraient les chaînes de commande dans la brigade. Paragraphe 238 à 242. Ce qui ne peut pas être nié, c'est qu'il y a des membres de la brigade de Zvornik qui conduisaient des équipements divers, quelque chose dont on n'aurait pas eu besoin Pandurevic ou qu'il ne devait pas savoir. Deuxièmement, tout l'équipement du génie a été utilisé pendant que
que Brnovich commandait. C'est confirmé par l'accusation où elle dit que des éléments de la brigade de Zvornik ont continué à participer à l'opération de meurtre après le retour de Pandorevich. Paragraphe 1272. Il n'y a pas de preuve qui montrerait que Pandorevich savait qu'on utilisait à cette fin cet équipement, ni qu'il y avait des conducteurs qui étaient utilisés de façon, si ce n'est ce qu'a dit Obrenovic. Aucune preuve que Pandorevich ait parlé à Jokic ou qu'il aurait été informé par ce dernier de ce qui se passait à l'époque. Aucune preuve que le chef de la brigade doit savoir ce genre de choses. Donc, répétition vide de la part de l'accusation quant à la connaissance qu'aurait eu Pandorevich. Aucune suggestion n'est faite d'une autorité expresse ou d'une connaissance expresse qui lui aurait été communiquée. Parlons maintenant de Bakovica. L'accusation n'a pas même daigné de donner de détails quant au nombre de personnes tuées, que ce soit pendant le procès ou pendant l'enquête préalable au procès. L'accusation allait laisser soin à la défense. Elle lui a laissé le soin de montrer que les pertes étaient loin d'être spectaculaires et en tout cas, elle n'était pas vraiment conséquente, en tout cas au moment où Pandorevich se trouve à l'ouverture du couloir. C'est important, cette question du nombre de personnes blessées ou tuées. Est-ce que quelque chose qu'il savait au moment où il décide d'ouvrir ce corridor, ce couloir, tous les éléments concrets sur les événements de Bakovica le 15 et le 16 juillet ont été soumis à la Chambre par la défense. L'accusation avait ces éléments, mais elle n'a pas voulu vous parler de ça. Ça faisait partie de la liste 65 terres à charge. Nous avons dû faire savoir à l'accusation qu'elle avait ces documents qui ont dû, à ce moment-là, vous être présentés. C'était nous qui avions fourni à la Chambre et pas l'accusation la liste précise des personnes décédées, blessées ou portées disparues. Ce n'est pas l'analyste de l'accusation qui vous a montré le dispositif des forces de la VRS dans la région à la disposition de Pandorevich. Et c'est nous également qui avons donné une idée de la taille de la colonne au moment où s'ouvre ce corridor. Nous nous sommes dit qu'il fallait savoir ceci afin de déterminer la culpabilité éventuelle de Pandorevich. L'accusation ne voulait pas que vous soyez informé, que ce soit par écrit ou dans ce réquisitoire. Elle vous demande aussi de ne pas en tenir compte. Pourquoi? C'est simple, la raison. Parce que ceci compromet de façon irréparable la thèse selon laquelle Pandorevich avait une intention génocidaire, faisait partie d'une entreprise criminelle commune et voulait commettre des meurtres en presse. Ce qui est particulièrement perturbant dans la façon dont l'accusation présente des éléments à propos de Bakovica, c'est le fait que au moment de contre-attentat de Pandorevich, elle n'avait pas beaucoup des affirmations qu'elle utilise maintenant dans son mémoire en clôture. Au moment où Pandorevich décide d'ouvrir ce corridor. Tout ce qu'il pouvait croire, c'est qu'il avait perdu 10 hommes. C'est ce qu'il a dit dans le rapport de combat régulier du 16 juillet, P334. Ce qu'ont dit d'autres personnes, ce qu'on trouve au paragraphe 957 du mémoire de la question, tout ceci, c'est de louer dire et n'a aucune importance. On n'a pas directement demandé à Pandorevich en contre-interrogatoire quel était le nombre précis de personnes décédées, portées disparues, blessées. Deuxièmement, l'opinion de Popovich sur ce qui se justifiait militairement, c'est aussi sans aucune valeur. La preuve est qu'il n'est jamais allé ce jour-là à Bakovica. À notre avis, cette affirmation en particulier n'est pas bien placée du côté de l'accusation qui aimait beaucoup faire des plaisanteries avec Brnovich quant au fait que Popovich ne risquerait jamais de se mettre en danger lors de son entretien en 2001. Et ça, c'est un point incontournable pour l'accusation. Elle ne parvient pas à maîtriser le sujet-là. Elle n'essaie même pas de le faire. Pandorevich offre de l'espacer toute la colonne.
avec les soldats et les civils. C'est une proposition qui a été faite la première fois le 15 juillet. Vous l'avez entendu dire, Madame et Messieurs les juges. La seule chose qui a empêché que tout le monde puisse passer avant même le rapport du 15 juillet, c'est la question de la querelle qui a surgi sur la question de savoir si ces gens pouvaient emmener leurs armes. C'est déjà, tout ceci a été enregistré. Pièce CD 656. Richard Platin ne voulait pas entendre cette bande-son. L'accusation ne voulait pas que vous le sachiez, car ceci mettrait fin à la thèse qu'a montée la théorie, selon laquelle Pandurovitch aurait été forcé de laisser passer la colonne. Excusez-moi, j'ai dit accusation, j'ai fait un lapsus, mais vous savez, ça fait 3 ans qu'on parle de ces sujets. Vous avez été à Balkovsk, rappelez-vous, ça se trouve dans une cuvette entourée de collines qui représentent les lignes de défense avancées de la brigade de Zvornik. Il y a une théorie que l'accusation essaie désespérément de vous présenter, théorie militaire au paragraphe 1605, qui ignore totalement le fait que le point qu'a choisi Pandorevitch pour que la ligne de confrontation soit franchie par les musulmans est un point très vulnérable pour la colonne musulmane. L'accusation oublie aussi que Pandorevitch est le témoin ce qu'a dit Pandorevitch est le témoin 168, c'est-à-dire qu'il aurait pu retirer ses effectifs un peu et couvrir la zone à l'artillerie, ainsi pour ainsi détruire toute la colonne. On cite le rapport de combat régulier de Pandorevitch du 16 juillet qui dit « Je considère que Kriva 85 ne sera pas terminé tant qu'il y aura encore un seul soldat ennemi ou un civil derrière la ligne de front ». C'est tout à fait ambigu. L'accusation voudrait vous faire dire que ça veut dire qu'il y avait intention de transfert forcé. Mais n'oublions pas que ici, cette percée de la 28e division en direction de Nezo qui créait une situation difficile pour les Serbes. C'était quelque chose d'imprévisible avant le début de l'opération Krivaja 95, ce qui veut dire qu'il fallait renforcer la situation en matière de sécurité avant qu'on puisse dire que l'opération Krivaja 95 était terminée. Rappelez-vous aussi le combat le comportement tout à fait extraordinaire aussi de Pandorevitch en juin 93 lors de cette autre opération. Et ce sont là des éléments qui, à notre avis, sont particulièrement significatifs quand vous allez juger le fait qu'il a autorisé le passage de la colonne. Quand ces plaidoiries n'iront pas jusqu'en septembre, non pas septembre 2009, mais septembre 95. J'ai dû répondre de tous les chefs retenus dans l'acte d'accusation, présenté par l'intermédiaire de tous les témoins qui concernent toutes les formes de responsabilité pénale et tout au long des 117 pages consacrées à mon client par l'accusation dans son mémoire. J'ai dû laisser de côté certaines choses, c'est inévitable, mais j'espère qu'après tout ce temps, si vous avez besoin de mon aide sur un point, vous me poserez la question, car le moment se prête parfaitement à faire la lumière sur ce genre de point. Je vais m'en tenir là. Je ne vais rien ajouter à ce que mon mémoire disait, et comme le disait si bien Maître Joss la semaine dernière, c'est un procès où il y a déjà toute une jurisprudence établie en matière de peine. Et je pense qu'il n'est pas utile d'en parler davantage, là où vous chercherez peut-être à savoir où s'insère la personnalité des accusés dans le plan présenté par l'accusation. Mais permettez-moi de terminer par l'élément que je vous présentais au début de mon intervention. S'agissant des événements qui sont en rapport direct avec Pandorevitch, en juillet 95, élargissez votre horizon. Nous vous invitons à examiner Visegrad en avril 1992.
Voyez les contacts avec Semso Momenovic. Voyez le cessez-le-feu qui a duré toute la guerre, qui a permis aux gens de faire leur semaille et leur récolte. Regardez à Kamenica, sans aucune honte, en juillet 93. Bouchti Pratsa, juin 1993. Regardez le passage de la colonne. Regardez Salikovic, l'officier musulman chargé des transmissions. Il a été soigné, nourri, libéré. Regardez ces 8 garçons du 18 juillet qui se trouvent au poste de commandement avancé du bataillon, qu'on relâche et qu'on renvoie à Shemsomomenovic. Regardez les 150 prisonniers à la prison de Standard, pour lesquels Vinko Panderovic a arrangé l'échange à Batkovic. C'est peut-être le dire sans beaucoup d'élégance, mais vous savez parfaitement de quoi je veux parler. Je ne vais pas ici vouloir donner une image un peu romantique en faisant allusion à la liste de Schindler comme l'a fait M. McCloskey. Mais je vous demande de voir M. Panderovic ce qu'il a dit. Il dit ceux qui étaient entre mes mains ont survécu. Voilà ce qu'il vous a dit. Il a dit la vérité. Ceux qui se sont trouvés entre ses mains ont survécu. Thank you, Mr. Haynes. Le président, merci, Maître Haynes. We have some questions. Nous avons quelques questions à vous poser, Maître Haynes. Thank you, Mr. Haynes. Le juge proche, merci. Attendez, ne parlez pas trop fort. J'ai besoin de chausser mes écouteurs. Madame le juge proche, on ne m'a jamais accusé de parler trop doucement. Première question. La question du commandement et de la direction. Dans votre mémoire, on y trouve plusieurs références à ce point précis. Il y a un point sur lequel tout n'est pas clair dans mon esprit. Paragraphe 455 de votre mémoire, page 103. C'est la seule fois, me semble-t-il, où vous affirmez qu'en tant que commandant du groupe tactique 1, M. Panderovic n'était pas le commandant de la brigade de Zvornik. Quelle est votre position sur ce point précis? Dites-vous qu'entre le 4 et le 15 juillet, ni en droit ni en fait, Panderovic n'était le commandant de la brigade de Zvornik. I'm looking at the form of that question. Réponse. Je vois la forme de la question. Je ne parle pas du fait d'être en poste de commandement, de responsabilité du supérieur hiérarchique, ni de la question du contrôle. Je vous demande simplement si, à un moment donné, il n'a pas été commandant de la brigade de Zvornik. Parce que vu la formulation que vous avez retenue dans ce paragraphe, vous faites référence à d'autres responsabilités. Réponse. Vous demandez, pour ce qui est de son titre, est-ce qu'il a cessé, dit le juge, cessé d'être commandant de la brigade de Zvornik? Réponse non. Par exemple, s'il avait assisté à un cocktail, on l'aurait présenté comme étant le commandant de la brigade de Zvornik. Question, merci. Contrôle efficace ou effectif. Ici, je parle du contrôle effectif tel qu'il a été défini par la jurisprudence pour déterminer quel serait le rapport de subordination entre le subordonné et le supérieur. De façon abstraite, quelle est votre position? Est-ce qu'il y a plus qu'une seule personne qui peut avoir un contrôle effectif, s'agissant de la même unité ou de la même brigade, à un moment précis dans le temps? Réponse oui. C'est simple.
Je ne peux pas ignorer la jurisprudence appliquée ou qui s'est développée sur ce point. J'avais entrevu ceci, je crois que je l'avais parlé. La question du contrôle effectif, c'est une question d'administration de la preuve en tant que point de droit. Nous vous invitons à examiner de très près la question du contrôle effectif qu'on peut avoir sur des hommes dans des zones où il y a eu détention et exécution. Mais je réponds par la négative. Je ne saurais laisser entendre, ne serait-ce qu'un instant, qu'on peut passer de l'un à l'autre de façon permanente. Question. Prenons une question précise. Une situation précise, celle d'un commandant et de son second. Dites-vous que et le commandant et son second peuvent avoir un contrôle effectif sur une même unité au même moment. Bien sûr, la question du contrôle effectif, c'est toujours une question déterminée par la preuve apportée. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui empêche ces deux hommes d'avoir un contrôle effectif en même temps? Réponse. En théorie, rien n'empêche ce cas de figure. En pratique, il me semble difficile d'envisager une situation de la sorte. Question. Quand on parle de contrôle effectif, on ne parle pas de l'exercice du contrôle effectif, mais du contrôle effectif réel. La capacité physique, disons, c'est l'exemple donné, la capacité matérielle. C'est ce que dit la jurisprudence. Est-ce que le commandant et son second pourraient avoir ce genre de contrôle effectif? Est-ce que ça poserait un problème? Réponse non. Le juge, merci. Un dernier point. Right. Ce sera tout, je pense, pour ce qui est de nos questions à ce stade, Maître Haynes. En début d'audience, on nous a dit que vous vouliez vous adresser à la chambre, Maître Bourgon. Quelques mots, s'il vous plaît, seulement. Réponse oui, merci. Vendredi, on nous a dit que l'accusation voudrait intervenir pour une quinzaine de minutes en réfutation. Au nom de Dragoni College, je dirais que nous aimerions aborder après cela 3 questions, dont 2 qui m'ont été posées par la Chambre de première instance. J'aimerais y revenir. Il y a une 3e question qui découle d'une question qui a été posée à l'accusation auparavant et qui n'est pas abordée de façon directe par nous, par écrit oralement. J'aimerais donc y revenir. Pour ce qui est de la connexité, du rapport, du lien, il me faudra au maximum 15 minutes pour réagir à ces 3 questions. Je saisis l'occasion pour vous dire ceci. Je ne sais pas si l'accusation a l'intention de répondre à ce point, mais pendant ma plaidoirie, page du compte rendu 34530, ligne 28 jusqu'à la page 34 531, ligne 10, la question de l'hôpital de Milici qu'on ne trouve plus dans le réquisitoire de l'accusation. Donc il faudrait savoir si oui ou non l'accusation maintient ceci, parce que je voudrais savoir comment on doit se comporter mon client par rapport à l'hôpital de Milici. Le président, je pense. Est-ce que vous voulez avoir le temps de parler après, Monsieur Markowski, ou après?
Le président, eh bien, voyons ce qu'en pense M. McCloskey. On vous l'a rappelé, c'est l'accusation qui a la charge de la preuve, donc je pense que c'est l'accusation qui devrait intervenir en dernier lieu s'agissant de ces nouveaux éléments de preuve. We have roughly 15 minutes. Il nous reste une quinzaine de minutes, Maître Bourgon. Nous faisons droit à votre demande, mais vous devez intervenir en premier lieu. C'est après vous que nous entendrons l'accusation et nous verrons. Nous ferons le point, nous verrons si nous vous donnons un peu plus de temps par la suite. Vous avez 15 minutes. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. Je souhaiterais immédiatement passer à la première question. Une question qui m'a été posée à huis clos partiel, et donc je crois qu'il faudrait passer à huis clos partiel pour ceci, Monsieur le Président. Le Président, fort bien. Et deuxième question qui m'a été posée, Monsieur le Président, porte sur la théorie de la conspiration, et c'est quelque chose qui figure à la page 3, 4, 5, 4, 8. Cette question porte sur notre argument sur la limitation temporelle. Et ce jour-là, j'ai dit, Monsieur le Président, limitation temporelle, se reprend l'interprète. J'ai dit que notre théorie d'avoir conspiré à commettre un génocide est un crime continu. Et j'ai dit que cette théorie avait été rejetée par le tribunal pénal du Rwanda. C'est ce que j'ai dit. Mais ce que j'aurais dû dire, c'est que nous avançons que cette conspiration, cette entente de commettre crime n'est pas, d'après la jurisprudence du ICTR, selon lequel l'incitation de commettre un génocide n'est pas un crime continu. La Chambre d'appel, dans Naimana, dit au paragraphe 7.2.3 qu'un crime d'incitation direct et public de commettre le génocide, l'incitation publique de commettre le génocide, se reprend l'interprète, est complétée et terminée dès que le discours de cette question est prononcé ou publié, même si les effets de cette incitation peuvent s'étendre dans le temps, se prolonger dans le temps. Alors, c'est la raison pour laquelle la conspiration de commettre le génocide n'est pas un crime continu, d'après nous. Ziggy Ranyarazo, je suis désolée pour cette prononciation. Dans cette affaire-là, la Chambre de première instance a considéré au paragraphe 389 de ce jugement. Donc, dans ce jugement-là, le crime de conspiration aux fins de commettre un génocide se termine au moment de l'accord, indépendamment si l'objectif commun est ultimement atteint. Il en va de même dans l'affaire Moussema, dans le jugement Moussema, qui dit que le crime de conspiration de commettre un génocide est punissable même s'il n'y a pas de résultat. L'accusation avance dans cette affaire que l'accord selon lequel on se met d'accord pour commettre un génocide se termine, ou se serait terminé, les 11 et 12 juillet à Bretton Nats, au paragraphe 34 de l'acte d'accusation, et que les meurtres de masse commencent le 13 juillet. Ceci veut dire que le fait de conspirer pour commettre un génocide a été terminé les 11 et 12 juillet, que le génocide commence le 13 juillet. C'est donc la position de la défense que sur la base de la jurisprudence du ICTR, qu'une conspiration aux fins de commettre un génocide se serait terminée les 11 et 12 juillet, que la situation qui suit est régie par la loi qui porte sur le génocide. Conséquemment, toute personne qui, de façon alléguée, est pris part aux crimes qui a été commis après la conclusion et l'entente de commettre le crime, après les 11 et le 12, peut être responsabilité du crime de génocide si toutes les conditions pertinentes sont rencontrées, mais pas pour les crimes d'entente en vue de commettre un génocide. Et en dernier lieu,
il n'est pas exclu que l'exemple qui est donné par le juge Prost, s'agissant des juges Squan et Stolis, se joignant à la conspiration contre le juge Edius, puisse résultant à une responsabilité de responsabilité des juges Stoll et Collet si l'activité criminelle ne commence pas avant que les juges Stolley et Kwan joignent l'entente ou la conspiration. Mais si l'activité criminelle a commencé, nous avançons que dans cet exemple précis, le juge Stolley et le juge Kwan ne peuvent pas joindre la conspiration, mais leur comportement devrait être régi par la loi qui porte sur l'activité criminelle qui aurait été commise dans cet exemple. Je passe très rapidement, Monsieur le Président, à la dernière question, qui est la question qui a été posée à l'accusation. Et à 2 endroits, au compte-rendu d'audience 3, 4, 2, 6, 1 et au transcript page 3, 4, 2, 8, 8 portant sur le lien, le nexus qui est nécessaire pour établir un lien entre la colonne militaire et la table de Srebrenica dans le cadre d'un concept du crime contre l'humanité et notre position est la suivante. D'abord, nous reconnaissons la décision de la Chambre d'appel selon laquelle les crimes contre l'humanité de façon générale peuvent être commis contre les combattants qui sont hors de combat. En d'autres mots, les combattants hors de combat peuvent être des victimes de crimes contre l'humanité, mais c'est seulement le début de cette argumentation. Le crime sous-jacent doit également être commis, bien sûr, et dans ce cas-ci, il s'agit du transfert forcé. En l'absence de toute allégation précise à cet égard, si nous parlons du transfert forcé, l'ex-spécialiste qui s'applique est le droit international humanitaire, et à ce moment-là, il s'agirait de l'article 49 des Convention de Genève 4 et non pas en vertu de l'article commun 3 tel que mentionné par mon collègue de l'accusation. Et ceci correspond à l'article 5 du statut selon lequel il est nécessaire qu'une attaque doit être dirigée contre une population civile. Et donc, même si la Chambre de première instance trouverait qu'un transfert forcé peut être commis contre des prisonniers de guerre dans le but de commettre... Pour qu'un crime d'humanité existe, 2 autres critères doivent être remplis. Premièrement, la commission d'un acte qui, par sa nature ou par les conséquences de cet acte, fait objectivement partie de l'attaque. Donc, ceci doit être jumelé, bien sûr, avec la connaissance de la part de l'accusé qu'une attaque, effectivement, aura lieu sur la population civile et que ces agissements où, en fait, l'accusé n'avait pas la connaissance de l'accusé qui est dirigé contre la population civile et la connaissance que son agissement fait partie de cette attaque. À ce moment-là, cette personne ne peut pas être trouvée coupable de crime contre l'humanité. Dans Murchich, la Chambre d'appel a dit que le fait que les auteurs du crime ont agi en comprenant très bien que les victimes du crime avaient été choisies par leur implication perçue dans les forces croates armées et ont reçu un traitement différent de la population civile en tant que telle, ceci ne préclut qu'ils avaient l'intention de commettre un crime contre la population civile de Bokobar, et ceci a rendu leur acte si retiré de l'attaque qu'aucun lien ne peut être établi. Paragraphe 42. Nous estimons que la situation dans cette affaire-ci, pour ce qui est des hommes de la colonne, pour vous donner un exemple, d'une part, et les hommes qui avaient été séparés à Potocari, qui est un autre exemple, mais que dans les 2 cas, dans les 2 exemples, ces hommes étaient également traités de façon différente ou avaient reçu un traitement différent de la population locale. D'après nous, ces personnes avaient été transportées de façon légitime en tant que prisonniers de guerre vers les installations de détention et les preuves démontrent que les attaques qui avaient été dirigées contre la colonne, que ces attaques étaient légitimes puisque les attaquants agissaient d'après la compréhension qu'ils étaient en train d'engager des membres de la BIH ou des combattants ou des civils qui directement avaient pris part aux hostilités. Ce qui a déjà été couvert dans notre mémoire, je ne vais pas m'étaler là-dessus maintenant, mais en fait, le fait de dire que s'il s'agissait d'une attaque légale, il est
Il est incorrect que l'accusation parle d'une zone grise aujourd'hui. La colonne a fait l'objet d'une attaque légitime et les attaquants ont attaqué cette colonne de façon légitime puisqu'ils ne faisaient pas une attaque contre la population civile de Srebrenica. C'est ce que reconnaît l'accusation en réponse à une question d'agent de première instance de toute façon, mais ceci a commencé beaucoup plus tôt. Et on devait faire face à quelque chose de très différent, en fait, différent de la colonne qui se retraitait. Et donc, l'ex-spécialiste de nouveau qui s'applique dans de telles circonstances, c'est la loi des conflits, les lois de la guerre, de conflits armés ou le droit international humanitaire. Et le fait qu'une colonne faisait l'objet d'une attaque exclut de façon juridique que cette colonne ait été attaquée, que l'on doit appliquer qu'on doit considérer ces crimes comme des crimes contre l'humanité. Voilà, c'est ce que j'allais dire, Monsieur le Président. La dernière chose que je peux peut-être ajouter, c'est que les personnes qui ont... ce que pensaient les personnes qui attaquaient la colonne est une chose, ce que pensaient les hommes qui ont séparé les hommes et les femmes à Podgorica, c'est une chose, mais ce qui est important pour notre client, c'est que le fait que Drago Nikolic, lorsqu'il s'est trouvé dans la région de Zvornik, l'information qu'il détenait était qu'il s'agissait de prisonniers de guerre et qu'il ne s'agissait pas du tout d'une attaque qui allait être menée sur une population civile de Srebrenica. Merci, le Président. Merci, Maître Bourgon. Monsieur McCloskey. What's your forecast Monsieur McCloskey, quelles sont vos prévisions pour demain? Maintenant que nous avons entendu Monsieur Haynes, Maître Haynes et Maître Bourgon, Monsieur McCloskey, j'espère ne pas prendre plus de 15 minutes pour les deux réponses différentes, Panduravitch et Borovchanin. Et je vais à nouveau tout revoir et je vais essayer de ramener tout à l'essentiel. Et donc j'espère en tout pas plus de 30 minutes. Je ne crois pas avoir plus de 30 minutes qui me restent. Le Président, je vous remercie. Alors ceci veut dire, Maître Kergovitch, Maître Joss et... Maître Nikolic, Maître Bourgon, s'il vous plaît, vos clients donc vont faire leur déclaration demain et mettez-vous d'accord entre vous pour savoir qui sera le premier, oui. Maître Yoss. Oui, il y a un petit nombre de corrections également que je souhaiterais apporter au compte-rendu de l'audience de vendredi. Je souhaiterais les apporter demain, si vous le permettez, ça ne prendra pas très peu de temps. Le Président... Bien sûr. Bon, ceci vaut pour tout le monde. Je vous remercie. Je lève la séance jusqu'à demain matin. Non, demain après-midi à 2h15. Je vous remercie.